Cet anime suit la vie d'Arata Inohara, un lycéen déprimé qui était autrefois un athlète talentueux mais il a été trahi et intimidé par son meilleur ami au lycée. Depuis, il ne peut plus vivre librement car le traumatisme de cette trahison reste fermement gravé dans son esprit, tout comme le traumatisme qu'une fille aux cheveux courts laisse habituellement chez les hommes. Mais tout change lorsqu'un jour il change de place avec une autre personne d'un monde parallèle et se retrouve immédiatement plongé dans une bataille dans laquelle seul le vainqueur peut survivre. Cela l'oblige à affronter ses peurs et il se transforme en l'un des héros les plus puissants du monde. Mais avant que tout cela n'arrive, il n'était qu'un lâche, car les brimades constantes de son meilleur ami du lycée, Masato, l'avaient complètement brisé. Il devenait un peu plus excité grâce au nouvel ami qu'il s'était fait au lycée, mais quand il a vu son nouveau meilleur ami parler à des intimidateurs du fait qu'il n'avait jamais été ami avec Arata, son cœur s'est brisé et Arata était encore plus excité. Dépressif, il a perdu toute confiance dans les autres et pensait qu'il ne pourrait plus jamais faire confiance à personne. Il voulait juste disparaître de ce monde. Pendant ce temps, dans un autre monde, un autre garçon, également appelé Arata, s'enfuit de chez lui. Sa grand-mère lui dit de renoncer à courir et d'accepter son sort, mais Arata 2 refuse de prétendre être une femme parce qu'il se considère comme un garçon homophobe, donc il ne pourra jamais être un travesti. Et sa grand-mère, furieuse parce qu'il répond, l'attaque avec une attaque magique et il tombe à la mer. Il est ensuite sauvé par sa grand-mère qui lui dit qu'il n'a plus d'autre choix que de vivre désormais comme une femme et de devenir la prochaine princesse régnante du royaume. Il s'avère que le royaume est toujours gouverné par une princesse dotée de pouvoirs magiques et que la princesse est toujours choisie par leur clan. La princesse actuelle est déjà âgée, tout cela parce que de nombreuses décennies se sont écoulées et que son clan n'a pas eu de grotte pour la remplacer. Par conséquent, la grand-mère d'Arata a déclaré qu'il était une fille à sa naissance et qu'il devait maintenant devenir la prochaine princesse régnante. Il lui dit que c'est impossible car seules les femmes peuvent utiliser la magie dans ce monde et que c'est l'un des critères les plus importants pour devenir une princesse dirigeante. Cependant, sa grand-mère lui dit que s'il ne devient pas la prochaine princesse, tout son clan sera purgé pour manquement à son devoir. Elle dit également à Arata d'avaler sa fierté et de devenir une femme afin qu'il puisse protéger tout son clan et son arme divine. Arata 2 lève alors l'épée rouillée et commence à jouer avec, disant que ce n'est qu'un déchet et non une arme divine. Sa grand-mère lui crie dessus, mais soudain elle est victime d'un accident vasculaire cérébral, et en la voyant ainsi, Arata se met à rire. Je plaisante. Il n'a en réalité d'autre choix que d'agir comme une femme pour le bien de son clan. Le lendemain, Arata monte dans une calèche avec son serviteur personnel, Kotora, qui explique que la princesse soumet les dieux de ce monde qui résident dans les épées. La princesse actuelle a déjà régné pendant 2 mandats, totalisant 60 ans, et est très âgée. Malheureusement, cette conférence n'aide pas Arata à se sentir mieux, et il continue de se sentir horrible à l'idée de s'habiller comme une femme. Et ce qu'il souhaite le plus, c'est disparaître complètement de ce monde. Pour vous aider à vous sentir mieux, Kotora enlève ses vêtements. En fait, elle ne lui donne qu'un porte-bonheur qu'elle a reçu de la princesse Kikuri lorsqu'elle la servait dans le passé. Ce geste encourage Arata, et il dit qu'il fera tout son possible pour tromper Kikuri et ses gardes. Le lendemain, ils se rend dans la capitale et pénètrent dans la gigantesque tour qui est la résidence de la princesse régnante. Arata se rend également au sommet de la tour et se retrouve entouré des sanctuaires des 12 gardiens qui sont les guerriers les plus puissants du royaume mais aussi les fidèles gardes de la princesse. Soudain, la princesse Kikuri vient le saluer pour commencer la cérémonie et Arata 2 est surpris de voir que la princesse n'est pas une vieille sorcière comme il l'imaginait mais un humble chaton. Arata 2 découvre également que Kikuri est une personne humble, gentille et agréable et il ne veut plus trahir sa confiance mais soudain l'un de ses 12 gardes saute en l'air et la frappe. Elle est dévastée par la trahison de l'homme nommé Kanaji et l'attaque avec une explosion magique mais est trop faible pour faire des dégâts. La princesse tombe à terre et utilise le reste de son énergie pour préserver son corps. Peu de temps après, Kanaji découvre que la prochaine princesse est un homme. Il prévoyait de tuer la prochaine princesse quoi qu'il arrive, qu'elle soit un homme ou une femme. Arata prend peur et demande aux 12 gardiens de faire quelque chose car la princesse qu'ils étaient censés protéger vient de mourir mais il s'avère que chacun d'eux est un traître. Soudain, Kanaji attaque également Arata qui esquive l'attaque puis saute dans la piscine en contrebas. Lorsque les flammes vertes au sommet de la tour s'éteignent, le public panique et Kanaji dit à tout le monde que la princesse a été tuée par un homme nommé Arata. Il ment ouvertement en disant qu'Arata a fait semblant d'être une femme pour se rapprocher d'elle sans éveiller les soupçons. Kanaji mobilise toute l'armée pour traquer Arata qui traverse la ville torse nu pour se mettre en sécurité. Désespéré, il se dirige vers la forêt, connue pour être un endroit redouté qui dévore l'esprit de ceux qui y pénètrent. Arata ne peut s'empêcher de penser aux 12 gardiens qui ont trahi la princesse quand soudain la forêt commence à résonner de bruits étranges. Arata se demande également ce qui se passe et en même temps, Arata numéro 1 entend également quelqu'un l'appeler par son nom. Pendant un bref instant, ils se voient flotter dans le ciel, puis ils sont échangés. Arata 1 se retrouve désormais dans une forêt, incapable de comprendre ce qui vient de se passer ni où il se trouve. Et au moment où il sort de la forêt et observe la tour, une flèche rapide manque de le toucher. Kanaji et quelques soldats sont là pour le capturer car pour eux il ressemble aussi à Arata 2. Arata numéro 1 se réfugie dans les arbres pour éviter les flèches et du coup il est téléporté quelque part. Sorti de nulle part, Kotora lui saute dessus car elle croit aussi qu'il est Arata numéro 2. Elle dit qu'elle est très heureuse qu'il aille bien mais Arata lui demande qui elle est. Elle répond que ce n'est pas le moment de plaisanter et lui attrape la main, l'emmenant sain et sauf au village. Lorsqu'ils arrivent au village, Kotora révèle que tout le monde croit que grand-mère Kikure est morte et que c'est Arata qui l'a tuée. La grand-mère d'Arata est choquée et Kotora dit qu'Arata a également perdu la mémoire après être entré dans la forêt maudite. Cela effraie encore plus
plus grand-mère qui emmène Arata dans un sous-sol secret où il révèle qu'il vient d'un autre monde. Elle le croit parce que la légende de cette forêt dit que ceux qui entrent et reviennent de la forêt sont toujours complètement changés. C'est peut-être parce qu'ils sont tous échangés contre une autre personne d'un monde différent. Arata est choqué d'entendre cela et demande s'il peut rentrer, mais elle refuse, disant qu'il doit aussi vivre comme Arata numéro 2 maintenant. Arata refuse de vivre comme un criminel recherché, mais grand-mère affirme fermement que son petit-fils ne commettrait jamais un crime comme celui-là. Arata devient fou en pensant à sa vie, pleine de souffrances constantes, quand soudain sa grand-mère entend les cris de Kotora. Elle part et découvre que Kanagi l'a prise en otage et exige maintenant que la vieille femme lui remette Arata si elle veut que la jeune fille reste en vie. La vieille femme prétend qu'elle ne sait rien, alors Kanagi torture Kotora, lui demandant si elle veut vraiment mourir en protégeant un criminel. Elle crie qu'elle croit qu'Arata n'a pas non plus tué la princesse, et ces mots ébranlent Arata jusqu'au plus profond de lui-même. Il ne peut pas permettre que la foi de quelqu'un d'autre soit trahie, il ne veut pas que quiconque vive ce qu'il a vécu. Alors il sort pour sauver Kotora. Kanagi jette Kotora de côté tout en ordonnant à un soldat de le tuer. Arata recule et remarque une épée rouillée posée sur le sol. Il le ramasse pour se défendre et repousse le soldat. Soudain, le pouvoir endormi dans l'épée rouillée se réveille. Arata et grand-mère s'en rendent compte, mais pas Kanagi. Il pense qu'une arme divine est inutile entre les mains d'une personne normale. Il décide donc de tuer Arata en utilisant la capacité de feu de son épée. Arata panique, mais depuis que grand-mère lui a dit de dire au dieu à l'intérieur de l'épée d'apparaître, il le fait. Et soudain, une barrière dorée apparaît autour de lui et le feu de l'attaque de Kanagi commence à être absorbé par elle. Personne ne peut croire ce qui se passe, Arata étant le plus choqué par cette découverte soudaine. La puissance de feu de Kanata continue d'être absorbée en permanence. Il décide donc d'arrêter la puissance de son arme. Puis il déclare qu'il est incroyable qu'Arata soit aussi un élu. Et soudain, le toit endommagé s'effondre. Après cela, pendant que les soldats fouillent les ruines de la maison, ils ne trouvent pas Arata et les autres. Kanagi est maintenant assis seul lorsqu'un autre des 12 gardiens nommé Akati arrive et l'informe qu'il y a eu un changement de plan. Ils veulent capturer Arata vivant afin de pouvoir le soumettre à un procès, puis le punir devant tout le monde afin qu'ils puissent réussir leur rébellion. De retour dans le monde moderne, la mère et la sœur d'Arata le recherchent, mais elles ne parviennent pas à joindre son numéro de téléphone. À ce moment-là, il voit un groupe de personnes rassemblées autour de quelqu'un, parlant d'un bel homme torse nu dans la rue. La mère d'Arata est un peu perverse, alors elle oublie son fils et va là-bas pour voir ce bel homme, mais elle découvre que le bel homme est en fait Arata II, qui ressemble exactement à son fils. D'un autre côté, Arata et les autres sont dans une grotte, où grand-mère dit à Arata que les dieux de ce monde sont dans des armes divines. Les élus peuvent manier ces armes divines et contrôler le pouvoir des dieux, et désormais Arata en fait partie. Après cela, Kotora donne la nourriture préférée d'Arata II, en espérant que ses souvenirs reviendront s'il la mange. Arata se sent mal pour la fille qui veut quelqu'un qu'il n'est pas tellement, et il est triste qu'elle ne puisse pas accepter le fait qu'il soit une personne différente. Il sort pour prendre l'air, mais Konoha le suit également là-bas. Elle dit à Arata que sa mémoire reviendra, et quand il essaie d'expliquer qu'il est une personne d'un monde différent, elle hoche simplement la tête, comme si elle croyait tout ce qu'il dit. Soudain elle le serre dans ses bras par derrière, disant qu'il croit que son maître reviendra. Arata est déjà nerveuse, puis Kotora ouvre sa chemise et découvre que le porte-bonheur qu'elle lui a donné a disparu. Elle lui demande s'il l'a perdu et bien qu'elle soit bouleversée, elle lui donne la deuxième amulette, la chanceuse. Arata commence alors à s'ouvrir à elle, quand soudain Kanagi arrive sur les lieux et prend rapidement grand-mère en otage. Il dit à Arata de se rendre ou de le combattre, et grand-mère interdit à Arata, disant que ce n'est pas le moment pour lui d'utiliser son arme, et à cause de cela, il est arrêté. Kanagi le jette dans une voiture en direction de la prison et lui dit qu'il sera officiellement jugé pour le meurtre de la princesse. Arata crie, disant qu'il ne sait même pas ce qui se passe, et Kanagi pense maintenant aussi qu'il a perdu la mémoire dans la forêt, mais il s'en fiche, car il a de toute façon l'intention de le punir. Arata reste à l'intérieur de la voiture, incapable de faire quoi que ce soit, quand soudain son porte-bonheur se met à briller et projette une vidéo sur le mur, montrant Arata II dans sa chambre. Les deux garçons sont choqués de voir cela, et Arata essaie de retourner dans sa chambre par le portail, mais il se cogne la tête contre le chariot en bois. Finalement, les deux Arata réalisent et acceptent qu'ils ont changé de monde. Arata II demande à Arata II pourquoi il a tué la princesse, et il répond qu'il est accusé d'un crime commis par Kanagi et que les 12 autres gardiens de la princesse sont impliqués. Il affirme que la princesse a semblé dévastée lorsque ces salauds l'ont trahi et qu'il ne leur pardonnera jamais. Arata est choqué d'entendre cela et décide de faire confiance à Arata II. Arata II demande alors si Kotor et grand-mère vont bien, et Arata répond qu'ils n'ont pas été arrêtés. Arata II est soulagé et lui demande de s'occuper d'eux. De plus, Arata révèle également que l'épée divine s'est réveillée et Arata II est excité car maintenant quelqu'un peut combattre les 12 gardiens. Ils se promettent de trouver un moyen de ramener les choses à la normale, mais soudain, le portail commence à se rétrécir. À ce moment-là, la mère d'Arata commence également à venir dans sa chambre dans le monde moderne. Arata essaie de l'appeler, mais cela ne sert à rien car le portail se ferme. Le lendemain, un grand jury est convoqué pour décider de la punition d'Arata. Les 12 gardiens font office de procureurs et de témoins et accusent Arata d'avoir tué la princesse en se déguisant en femme. Ils montrent une photo de la princesse, suspendue à un fil entre la vie et la mort. Le jury est furieux en voyant cela et exige immédiatement la peine de mort pour le criminel sans aucun procès. Kanagi les fait taire et dit que les 12 gardiens n'ont pas pu protéger la princesse et qu'ils en sont profondément attristés. Arata devient furieux en entendant cela et dit à Kanagi d'arrêter ses bêtises. Il traite les 12 gardiens de traîtres et de meurtriers, affirmant qu'ils sont pires que de la racaille. Il demande à
tout le monde s'ils ne se sont pas sentis mal lorsqu'ils ont attaqué la princesse qui leur a confié sa vie. Soudain, le guerrier Akati envoie sa lance vers Arata et lui demande comment il peut mentir sur le fait que les 12 gardiens ont blessé la princesse alors qu'il souffre encore de sa mort. Les autres guerriers d'élite font également de même et bien qu'il s'agisse d'une très mauvaise tentative de jeu d'acteur, ils parviennent à convaincre le jury. Maintenant qu'Arata est acculé par tout le monde, il se souvient de la façon dont il a été victime d'intimidation à l'école et abandonne, et au lieu d'être exécuté, il est exilé sur une île prison en guise de punition, et Kanaji veut qu'il vive jusqu'à ce qu'il découvre quelle arme divine est assez fort pour maîtriser votre épée. Arata est ensuite placé sur un bateau prison où il est renvoyé et bientôt Akotora est jetée dans sa cellule car elle a été surprise en train de se faufiler dans le navire. Le garde dit qu'elle sera également exilée avec son homme, mais Akotora s'en fiche tant qu'elle est à ses côtés. Elle est piégée avec Arata et pense qu'il peut briser les murs de la prison en utilisant son épée divine. Il essaie de manifester sa puissance, mais rien ne se passe. Arata abandonne alors, mais soudain, son porte-bonheur commence à briller et lui et Akotora sont emmenés au paradis. Soudain, l'esprit de la princesse Kikuri apparaît devant eux et appelle Arata sa nouvelle tutrice. Akikuri dit à Arata que ses paroles lors du procès l'ont rendue heureuse et qu'elle a vu en lui l'espoir de créer un avenir stable pour le royaume. Akikuri explique que jusqu'à présent, elle a utilisé son pouvoir pour soumettre les dieux au sein des armes divines afin que ces mêmes armes puissent être utilisées pour le bien-être de son royaume. Cependant, si elle meurt, les armes divines seront libérées et bientôt le guerrier qui exerce leur pouvoir aura l'esprit dominé par de grandes ambitions qui finiront par plonger le monde dans le chaos. Et c'est pourquoi Akikuri veut qu'Arata restaure le royaume en son nom et pour cela, il doit apporter son épée divine sur son corps dans le coma avant qu'elle ne perde le peu de vie qui lui reste. Arata n'est pas sûr de cela et dit qu'un garçon faible et non entraîné comme lui ne peut rien faire. Cependant, Akikuri dit qu'il ne peut que lui confier cette tâche. Arata est choqué et soudain il retourne à la prison avec un flash lumineux. Il se demande alors s'il peut vraiment faire ce que la princesse veut qu'il fasse et Kotoa déclare qu'Akikuri croit en lui et qu'elle y croit aussi. Elle lui dit que pour commencer, il doit garder son arme divine dans son corps car les élus peuvent le faire. Arata trouve très pratique de garder l'épée à la main et entre-temps, le navire l'atteint enfin à la prison qui ne semble pas être un endroit agréable à vivre. Les gardes y jettent Arata et Kotoa avec de nombreux autres criminels. L'atmosphère du lieu est sombre et menaçante, mais soudain deux garçons d'exhortation arrivent et disent à Arata qu'ils sont les patrons de cette prison. Ils doivent donc abandonner toutes leurs affaires et leurs vêtements. Il commence à trop regarder le corps de Kotoa et profitant de cette opportunité, Arata tente de leur échapper. Le garçon aux cheveux roux nommé Ken le remarque et l'attaque immédiatement. Il blesse la main d'Arata et le jette au sol, lui demandant comment quelqu'un d'aussi faible que lui pourrait tuer la princesse. Avant qu'Arata puisse expliquer son innocence, la prison commence à trembler et les prisonniers sont effrayés, disant que l'heure des comptes est venue. Il s'enfuit et Arata est confus car même Ken s'est enfui sans terminer le combat. Soudain, les énormes tubes creux se mettent en mouvement et attaquent deux personnes, les aspirants. Sur ce, la prison entière devient silencieuse. Arata se demande ce qui se passe lorsqu'une femme arrive et lui dit que c'était un acte du directeur Tsuga qui dirige cette prison. Chaque jour, il choisit deux prisonniers et les mange et tout le monde appelle cela l'heure du jugement. La femme vole alors une épingle à cheveux à Kotoa, disant que c'est le prix pour donner des informations. Peu de temps après, Arata tente de s'échapper de prison en utilisant son épée. Il essaie d'invoquer son pouvoir, mais c'est totalement inutile. Pendant ce temps, Konoha a trouvé un bain chaud à Arata et lui a même proposé de lui frotter le dos. Il refuse l'offre, mais Kotoa remarque sa blessure et le guérit par magie. Arata est curieuse, alors Kotoa lui dit qu'elle appartient à un clan de serviteurs et que les femmes de son clan ont la capacité de protéger leur maître. Elle utilise sa magie sur la tête d'Arata pour le détendre et Arata réalise enfin le dévouement de Kotoa envers son maître, ce qui l'a forcé à aller dans cette prison avec lui. Il la remercie quand soudain la prison recommence à trembler et le sol sous les pieds de Kotoa s'effondre. Elle tombe en bas et Arata est terrifié car il ne pouvait pas bouger son corps même lorsqu'il la voyait en danger. Il essaie toujours de la retrouver et demande aux autres prisonniers s'ils l'ont vue, mais ils n'ont pas de réponse. Arata se cache d'eux lorsqu'il retrouve soudain la femme d'avant qui se présente comme une figurante qui va bientôt disparaître. Elle dit à Arata qu'il y a des rumeurs selon lesquelles si quelqu'un tue l'assassin de la princesse, cette personne pourra rentrer chez elle, mais elle ne pense pas que ce soit vrai. Elle demande alors où est la fille qui était avec lui et Arata dit qu'il ne sait pas et lui demande si elle sait quelque chose. La femme dit qu'elle le sait peut-être et Arata propose immédiatement son sac comme prix pour l'information. Puis la femme lui dit que la rousse nommée Ken l'a emmenée. Elle vous donne ces informations gratuitement car elle sait ce que ça fait de perdre quelqu'un de spécial. Elle demande à Arata de sauver son ami rapidement car Ken est connu pour être un grand fauteur de trous. Cependant, Ken et son jeune frère juré Jin sont comme des chiens obéissants devant Kotor. Elle les remercie de l'avoir sauvé lors de sa chute, puis Jin s'enfuit pour que son frère puisse marquer un but avec la fille. Cependant, Ken ne sait pas non plus quoi faire de la fille, alors il quitte rapidement la pièce. Dehors, il trouve Jin inconscient et Arata à ses côtés. Ken pense qu'Arata a assommé son frère et l'attaque avec colère. Arata essaie de clarifier le malentendu, mais Ken n'écoute pas, le forçant à dégainer son épée. À ce moment, Jin se réveille et dit à son frère qu'Arata n'est pas l'ennemi. Soudain, un criminel court pour attaquer Ken, mais Arata le renverse d'un coup de pied. Ken reconnaît l'homme comme membre du gang rival, puis Jin lui dit que ce gang l'a attaqué et a pris sa bague, mais Arata l'a sauvé. Ken demande à Arata de prendre soin de Jin pendant qu'il court pour se venger et récupérer la bague de son frère. Arata emmène Jin dans la pièce où il raconte son histoire pendant que Kotoa le soigne. Il a été kidnappé par des voleurs pour devenir l'un d'entre eux.
entre eux, et c'est là qu'il a rencontré Ken. Ils sont rapidement devenus comme des frères, mais lorsque le gang a eu des ennuis, ils les ont tous deux envoyés dans cette prison, et leur bague était leur seul souvenir de leur mère. Et Ken avait promis à Jin qu'il sortirait de cette prison et rentrerait ensuite ensemble chez eux. Après tout cela, Arata et Kotoa ont enfin la chance de parler en privé. Il lui dit qu'il est prêt à aider la princesse maintenant et que la première chose qu'il doit faire est de trouver un moyen de sortir de la prison. Jin dit que c'est impossible car le directeur Tsuga est un élu doté d'une arme divine et ils ne peuvent pas le vaincre. À ce moment, Ken arrive avec la bague de Jin. Il remercie Arata d'avoir sauvé son frère, mais le défie à nouveau dans un combat. Il pense que chasser Arata lui donnera un ticket de sortie de cette prison. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, le bilan commence. Un tube creux descend et kidnappe Ken, tandis que le second cible Arata. Arata est figé de peur, mais Jin l'éloigne pour qu'il puisse être emmené avec son frère. Arata est secoué par son échec, car il n'a pas pu bouger à temps pour sauver à nouveau les autres. Cependant, voir les actions de Jin lui donne du courage et il décide de sauver ses frères. Il prend les gros tuyaux qui se dirigent vers le haut, croyant y trouver le réalisateur. Il sait que ce sera dangereux, alors il promet de protéger Kotora de tout. D'un autre côté, Ken et Jin sont au dernier étage, liés par de solides tuyaux en fer. Ils peinent à se libérer, mais les tuyaux les emprisonnent encore plus. Le Tsuga déclare qu'il les jugera pour leurs péchés et leur donne la chance de se battre, promettant de laisser partir le survivant. Mais Ken refuse de combattre son frère. Cependant, Tsuga lui dit que s'ils ne se battent pas, ils mourront tous les deux. Il les laisse dans l'arène puis vous donne également leurs armes. Jin ne veut pas se battre, mais Ken prend son arme et commence à l'attaquer. Arata et Kotora arrivent juste à temps pour voir Ken attaquer Jin. Arata entre dans la pièce, disant à Tsuga d'arrêter immédiatement cette folie. Le directeur cruel répond qu'il ne laissera personne entraver sa justice. Il attaque Arata avec des pics, mais il esquive et dit que les garçons ne sont pas de mauvaises personnes. Tsuga montre simplement Ken, qui attaque frénétiquement Jin. Il dit même au garçon qu'il n'est plus son frère, et ces mots rappellent à Arata la trahison de son meilleur ami. Soudain, Ken saute vers Jin pour l'attaquer, et il balance instinctivement son arme et le frappe. Lorsque Ken tombe, il se souvient de la dernière fois qu'il a trouvé Jin dans l'antre des voleurs. Il venait d'être enlevé à sa mère et pleurait beaucoup. Mais Ken a promis qu'il le ramènerait chez sa mère pour le calmer. Il ne peut plus qu'espérer que Jin survive et s'échappe, et Arata se rend compte que Ken s'est sacrifié pour son frère. Cependant, Tsuga arrête Jin au lieu de le libérer, affirmant qu'il est un criminel pour tentative de meurtre. Arata est furieux parce que Tsuga jouait juste avec ses émotions. Ensuite, il sort avec colère son épée et coupe les tuyaux pour libérer Jin. Soudain, un tuyau géant attaque Arata et il s'y accroche. Il tombe du haut et continue d'être touché, mais tient toujours bon d'une manière ou d'une autre. Tout le monde regarde également le combat, puis Tsuga demande à Arata comment il peut lui faire face, s'il ne sait même pas comment utiliser son arme. Kotoa crie son nom et Arata se souvient soudain de sa promesse de toujours la protéger. Il demande à son arme divine son véritable pouvoir, et soudain, une lumière dorée irradie de son épée, laissant tout le monde dans la prison ébloui. Arata est dans sa barrière dorée, et les tuyaux autour de lui commencent à se désintégrer dès qu'il s'en approche. Tsuga attaque Arata de toutes ses forces, mais un seul coup d'Arata neutralise son attaque et expose le véritable corps du réalisateur, qui se trouvait sous l'île tout le temps. C'est juste un vieil homme avec des tuyaux qui sortent de son corps et un pistolet noir qui lui poignarde le ventre. Arata pense que le pauvre homme souffre, alors il essaie de le libérer, mais au moment où il tient son épée noire, il voit le passé de Tsuga. C'était une personne douce, gentille, et il traitait les criminels avec compassion, leur disant de repenser leurs actions et de changer complètement leur vie pour sortir de prison. Cependant, un homme en qui il avait confiance l'a trahi parce qu'il pensait que Tsuga le méprisait. Il l'abat et le jette dans le volcan avant de le poignarder avec son arme divine. À cause de cette trahison, Tsuga a complètement changé et s'est transformé en démon. Des tubes ont commencé à sortir de son corps, tuant le traître et transformant cette prison en une chose folle et bizarre pleine de tuyaux. L'esprit tordu de Tsuga décida de ne plus jamais faire confiance à personne et utilisa son pouvoir pour emprisonner tout le monde dans un enfer qu'il avait lui-même créé. Arata comprend enfin pourquoi Tsuga est devenu ainsi, mais l'ancien réalisateur pense qu'il ne peut pas le comprendre. Tsuga demande à Arata de l'achever, et même les prisonniers encouragent Arata à tuer le vieil homme. Cependant, Arata calme son arme et tente de retirer l'épée qui tient le corps de Tsuga. L'aura sombre de l'épée commence à se propager vers Arata, remplissant son esprit de colère et de haine envers ceux qui l'ont trahi. Arata hurle d'angoisse alors que les larmes coulent sur son visage, mais il jure de sauver Tsuga à tout prix. Il sort son épée et tombe à genoux. L'ancien réalisateur lui demande pourquoi il est allé si loin pour le sauver, et Arata répond en disant que c'est parce qu'ils ont tous deux été trahis et blessés, mais il veut toujours faire confiance et aider les autres. Tsuga est ému par ces paroles et remercie Arata de l'avoir libéré de toutes ces ténèbres. Soudain, l'épée revient à sa forme originale et Tsuga révèle qu'elle abrite un certain dieu de ce monde à l'intérieur. Il commence à se désintégrer puis entre dans son épée qui explose en énergie dorée. Tsuga dit à Arata qu'il se soumet à son pouvoir et lui demande d'utiliser son épée avec justice. L'énergie dorée pénètre dans l'épée d'Arata et cette énergie transforme son épée, l'élevant au niveau 2. Il libère immédiatement son pouvoir et l'énergie dorée commence à transformer toute la prison tandis que tout le monde regarde avec admiration. Les gens qui ont été emmenés lors du jugement sont également revenus vivants et tout le monde est content. À ce moment, Kanagi arrive à la recherche d'Arata. Il avait vu l'éclair de lumière dans le ciel et avait commencé à interroger les gens sur ce qui s'était passé. La voix de Tsuga alerte Arata du danger et lui dit de partir alors qu'il apparaît sous une forme spectrale devant Kanagi. Kanagi se rend compte que l'ancien réalisateur a été vaincu et Tsuga lui dit qu'Arata est fort, tout comme son épée divine. Il révèle que c'est l'épée des origines qui gouvernera le monde et pendant
Pendant ce temps, Ken et Jin emmènent Arata sur le bateau sur lequel il vivait et l'utilisent pour s'échapper de l'île. D'un autre côté, Arata mène une vie normale. Sa famille s'inquiète pour lui car un médecin lui a diagnostiqué une amnésie temporaire. Son père dit qu'il devrait l'empêcher d'aller à l'école pendant quelques jours, mais sa mère s'y oppose totalement. Elle dit qu'ils doivent être sages et courageux pour pouvoir comprendre et soutenir leur enfant. À ce moment-là, Arata descend également en disant que son corps est raide parce qu'il n'a pas chassé de bêtes sauvages depuis un moment. Tout le monde a peur, mais ses parents essaient de faire comme s'ils savaient de quoi il parle. Cependant, la sœur d'Arata en a assez de ces absurdités. Et de retour dans le monde fantastique, Ken retourne sur son territoire d'origine, pensant toujours aux paroles de Tsuga, selon lesquelles Arata a l'épée d'origine et que son groupe parvient à peine à atterrir sur une île. Après tout, leur bateau est tombé en panne à mi-chemin. Ils vérifient les cartes et Ken dit qu'ils sont loin de la capitale et que pour y arriver ils doivent traverser le territoire dangereux de Kanaji. Arata est curieux à ce sujet, alors qu'Otora explique que les 12 gardiens sont les dirigeants de 12 domaines du royaume et sans la princesse pour les gouverner, ils retournent sur leur territoire. Soudain, ils aperçoivent de la fumée au loin et la suivent pour trouver des gens ordinaires campant dans la forêt. Jin les reconnaît comme des gens de son village et court vers eux. Ils le reconnaissent aussi et Jin dit à tout le monde qu'ils peuvent partir en toute sécurité maintenant. À ce moment-là, sa mère sort de sa tente, très excitée de revoir son fils. Ils s'embrassent, puis Ken et les autres arrivent également sur les lieux. Jin raconte à sa mère comment Ken l'a sauvé et elle le remercie. Il répond que ce n'était pas grave, mais il est déjà triste de perdre Jin maintenant. Pendant ce temps, Arata parle aux villageois et découvre qu'une guerre pourrait bientôt éclater car les 12 gardiens sont de retour pour régner sur leur propre territoire et ils ont tous l'ambition d'acquérir plus de pouvoir. C'est pourquoi les villageois fuient vers des endroits éloignés des combats. Arata se demande ce qui va se passer maintenant et Ken lui dit que l'un des 12 gardiens atteindra le sommet et deviendra roi. Il dit que dans le passé, les 12 gardiens s'abritaient également tout le temps, mais la princesse les a supprimés et a apporté la paix dans tout le royaume. Bientôt, Jin et les villageois partent et Arata et ses amis le suivent pour lui dire au revoir. Ils arrivent devant une cascade qui disparaît presque tous les mois, ouvrant l'entrée d'un passage secret. Les villageois partent, souhaitant à Arata et Konoha tout le meilleur dans leur vie. Et Jin dit également au revoir à Arata et Konoha, puis dit à Ken de l'accompagner. Cependant, Ken ne l'accompagne pas et à mesure que le débit de la cascade change, la mère de Jin emmène son fils. Jin se demande ce qui se passe, mais Ken sourit, lui disant de vivre heureux avec sa mère jusqu'à ce qu'ils se rencontrent plus tard. Avec cela, la cascade retrouve toute sa force. Arata demande à Ken pourquoi il a fait ça, et il répond que c'est son gang qui a kidnappé Jin, donc il n'a pas le droit d'être avec sa famille. Il dit à Arata et Konoha de continuer leur chemin, car maintenant tout ce qu'il veut c'est être seul. Cependant, Arata lui prend simplement la main et dit qu'il les accompagne, bien qu'à contre-séance, Ken décide de les accompagner. Pendant le voyage, Arata se fatigue vite, et lorsque le groupe décide de faire une pause, ils aperçoivent un énorme monstre qui leur fait peur. Il rugit bruyamment et se met à leur poursuite. Il court et trébuche, et le monstre furieux les écrase sans se rendre compte qu'ils sont en dessous de lui. Quand Arata et ses amis sont en sécurité, ils voient du mouvement dans les buissons et trouvent une fille tenant l'œuf du monstre qu'ils viennent de voir. Le monstre les retrouve et ils s'enfuient tous. Ken est le dernier à réagir, alors le monstre le poursuit, pendant que tout le monde se met en sécurité. Arata et Kotura demandent à une fille nommée Rino pourquoi elle a volé l'œuf du monstre, car cela pourrait être dangereux, et elle répond que son patron attend un bébé, alors elle voulait lui donner un œuf géant pour se nourrir. Soudain, le bébé monstre à l'intérieur de l'œuf s'appelle Claudia, et Rino est déçu de ne pouvoir rien faire maintenant. À ce moment, le maître de Rino, Rika, apparaît sur un chemin étrange, et Ken est juste derrière lui. Ken dit que cet homme l'a sauvé, et au moment où Arata remercie Rika, il a une forte fièvre et s'évanouit. Quand Arata se réveille, il se retrouve chez Rika, avec Ken à ses côtés. La femme de Rika arrive avec des vêtements de rechange et est soulagée de voir qu'Arata est réveillé. Après cela, Arata vérifie vos affaires et trouve votre smartphone parmi elles. Il l'examine immédiatement, tout en essayant de cacher le téléphone portable de Ken, comme si le garçon savait ce qu'est un téléphone portable. Arata allume son téléphone portable, et heureusement, il fonctionne toujours, et le dernier message vient de Suguro, son nouvel ami qui l'a finalement trahi. Arata fut un peu triste pendant un moment, mais Ken se souvint ensuite de quelque chose d'important. Il dit à Arata que la personne appelée Rika est en fait la servante de Kanaji. S'il découvre sa véritable identité, il pourrait avoir des ennuis, et Arata est terrifié d'entendre cela. À ce moment-là, Rika entre dans la pièce avec une épée divine à la main, il utilise son pouvoir pour réparer la lance endommagée de Ken, et en voyant Arata choqué, il lui dit que toutes les armes divines ne sont pas utilisées pour la destruction. Il dit ensuite qu'il n'aime pas non plus la guerre et que grâce au fait que Kanaji est un bon dirigeant, sa nation est assez prospère. Au même moment, Kanaji est de retour chez lui et visite la tombe d'une personne qui lui est très chère. Il lui promet qu'il deviendra roi et prendra le trône à sa place. À ce moment-là, un soldat accourt vers lui pour lui annoncer qu'un de ses plus proches serviteurs a été attaqué. Kanaji s'y rend précipitamment et trouve tout le monde dans la maison massacrée. Il apprend de son serviteur que les Akashi les ont attaqués. Kanaji est profondément secoué en apprenant cette nouvelle, car Akashi était l'un de ses amis les plus proches. Il apprend que d'autres serviteurs sont également attaqués, il décide donc de se rendre rapidement vers eux, mais ils ont tous été tués sauf Oika. Kanaji décide de courir vers le village d'Oika pour au moins le sauver. De retour au village, tout est paisible et Oika a entendu dire que la guerre approche, mais il n'y participera pas car il n'aime pas les effusions de sang. Arata commente qu'il est stupide de s'entretuer, mais Oika lui dit qu'il n'est pas nécessaire de s'entretuer pour devenir roi. Il explique que si quelqu'un parvient à soumettre les autres guerriers choisis à lui, cette
cette personne peut unir toutes les armes divines et devenir roi sans verser de sang. Arata se rend compte que c'est ce que Tsuga a fait et par coïncidence, Oika en a également entendu parler. Arata est désormais à bout, craignant que son secret ne soit découvert. Oika dit que la personne qui a assassiné la princesse était également un élu et qu'il s'est évadé de prison. Il déclare que si la nouvelle selon laquelle il a obligé Tsuga à se rendre est vraie, ce n'est probablement pas cet homme qui a tué la princesse. Il explique que l'arme divine de Tsuga, la Samiwa, peut voir la vraie nature de n'importe qui, elle ne se soumettra donc pas à un criminel. Oika se retourne alors, laissant entendre qu'il sait qu'Arata est la personne en question. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, le serviteur dit à Oika qu'un invité l'attend. En fait, la servante Ino fait en sorte qu'Arata et son groupe partent immédiatement, car l'invité de sa maison en ce moment est Akashi. Indépendamment du danger, Arata et les autres se faufilent dans la salle de réunion où ils entendent Akashi dire à Oika que le Kanagi était la personne qui a tué la princesse. Il attribue tout à Kanagi, affirmant qu'il était le cerveau derrière le meurtre et qu'il utilise simplement Arata pour distraire tout le monde. Oika arrive alors finalement au point crucial et dit à Oika de devenir son serviteur au lieu de devenir un assassin. Oika répond qu'elle ne croit pas ce que dit Akashi. Même s'il possède la vérité, il est fidèle à Kanagi et le suivra quels que soient ses péchés. En réponse, Akashi sort sa lance divine et l'enfonce dans le sol, créant des pointes de terre. Les épines ne font pas de mal à Oika, mais elles prennent en otage sa femme enceinte. Oika demande à Akashi pourquoi il fait cela puisqu'il n'a pas besoin de son aide pour devenir roi. Akashi répond en disant qu'il fait cela parce qu'il veut toutes les armes divines et dit qu'il a déjà pris les armes pour les 6 serviteurs de Kanagi. Akashi demande alors à Oika s'il se rendra pacifiquement ou s'il laissera sa femme mourir. Arata est horrifié de voir jusqu'où Akashi ira pour atteindre son objectif. Il est sur le point de sortir son arme, mais Oika le remarque et déclare qu'il se rendra. Cependant, il veut qu'Akashi promette qu'il ne fera pas de mal à sa femme, ni même à ses invités. Il le promet, puis Oika sort son arme et se soumet à Akashi et à son arme divine supérieure. Son corps se transforme en énergie et entre dans l'épée, puis il entre dans l'arme divine Akashi. La femme d'Oika pleure lorsqu'elle réalise qu'elle a perdu son mari et tout le monde est également affecté. À ce moment-là, 2 serviteurs accourent après avoir entendu des bruits forts et Akashi les tue sans sourciller. La femme d'Oika le supplie de l'épargner au moins, mais il la tue aussi sans pitié. Arata est furieux et compare Akashi à un démon. Soudain, le rideau s'ouvre alors qu'Akashi sent tout le monde derrière elle. Il est sur le point d'attaquer Arata également quand soudain Kanagi apparaît. Il est dévasté de voir la scène du carnage et demande à Akashi comment il a pu faire une telle chose. Akashi répond que la guerre pour devenir roi a déjà commencé et qu'il ne reculera devant rien jusqu'à ce qu'il remporte le trône. Enragé, Akashi utilise son attaque de feu contre Akashi qui le bloque avec son mur de pierre. L'instant suivant, Akashi saute sur lui et l'attaque à nouveau, mais Akashi parvient à bloquer cette attaque. Il envoie alors des pointes de pierre vers Kanagi et il ne parvient qu'à esquiver. Il évite de peu d'être touché, mais son vaisseau est endommagé. Akashi l'attaque avec plus de pointes et le Kanagi est maintenant complètement encerclé. Puis il est attaqué avec une grêle de pierre et alors que Kanagi tente de se défendre avec un mur de feu, Akashi l'attaque par derrière. Il tombe au sol et le choc de leurs armes déclenche une puissante onde de choc qui secoue tout le lieu. Arata et ses amis sont projetés au loin, mais il active sa capacité de barrière pour les faire atterrir en toute sécurité. De l'autre côté, Kanagi est rongé par sa colère. Le Kanagi demande à Akashi de lui dire pourquoi il a fait cela et Akashi lui rappelle sa vieille amie Ami qui aimait le Kanagi mais est morte à cause de lui. Kanagi est secoué par ces paroles, perd immédiatement son arme et se dirige vers Akashi. Akashi poignarde le sol et crée des répliques en pierre de l'arme divine du serviteur de Kanagi. Il déclare qu'il les a tous pris et que maintenant il va prendre l'épée de Kanagi. Son épée s'enfonce dans le sol. Alors Kanagi répond en jetant ses mains sur Akashi qui est son ami depuis l'enfance. Ils s'entraînaient ensemble mais Akashi était toujours plus fort et grâce à cela, il était capable d'arrêter facilement l'attaque de Kanagi comme toujours. Il le rapproche et l'accuse d'avoir d'abord trahi tout le monde. Il le repousse et commence à le battre avec des fouets en terre, disant qu'il ne le tuera pas pour qu'il puisse vivre avec la honte et la douleur de son échec. Malgré tous les actes pervers que Kanagi a commis, Arata se sent désolé pour lui quand il le voit ainsi. Il dit à Akashi d'arrêter car il est honteux de voir un guerrier frapper un homme non armé. Akashi sait que Arata est aussi un élu et lui demande s'il veut aussi le trône. Arata répond qu'il ne sert à rien de devenir roi s'il doit tuer des innocents pour accéder au trône. Akashi se moque de lui, disant qu'il n'y a pas de place pour des idéaux aussi élevés et inutiles dans ce monde. Il dit que pour chaque élu possédant une arme divine, il n'y a que 2 options, soit ils peuvent se soumettre à une personne plus puissante, soit ils peuvent devenir plus forts et obliger les autres à se soumettre à eux. Sur ce, Akashi dit à Kanagi de souffrir dans son agonie et part au milieu d'une tempête de poussière. Plus tard, tout le monde est découragé et Ino se rend chez Kanagi, lui demandant de ramener son maître bien-aimé. Elle lui dit qu'Oika le respectait plus que quiconque au monde et croyait qu'il pouvait tout faire. Kanagi contrôle sa tristesse et répond qu'il n'est pas facile de ramener Oika car son âme fait désormais partie de l'arme d'Akashi. Ina se met à pleurer et maudit Kanagi et Akashi pour avoir gâché son bonheur. Kanagi ne peut que s'excuser auprès d'elle et partir, mais cette fois Arata l'arrête, lui demandant pourquoi diable il a l'air déprimé. Il demande s'il est malheureux parce qu'il a perdu son arme ou parce qu'il a perdu les gens qui lui faisaient confiance de tout leur cœur. Arata attrape son col, lui demandant s'il a déjà pensé que le karma le poursuivrait lorsqu'il aurait trahi la princesse. Il dit à Kanagi qu'il ne mérite pas d'être triste en ce moment et Kanagi lui gifle la main, disant à Arata qu'il ne sait rien. Il affirme que tout le monde a été injustement
soumis par Kikuri et qu'il ne pouvait pas manquer l'occasion en or de la tuer et de libérer les armes de tout le monde. Après avoir dit cela, il part, puis Ino maudit également Arata, disant qu'il déteste tous les guerriers choisis. Et c'est ainsi qu'est née une autre fille qui généralise tout. Arata ne sait pas quoi lui dire et il ne sait pas quoi faire maintenant. Kanaji part et reste seul, réfléchissant à la demande de Kikuri et se demande si elle veut qu'il participe au combat pour devenir roi. À ce moment, Kotora et Ken arrivent, ils encouragent Arata et lui disent qu'il devrait aussi se battre. Cependant, Arata est en colère et frustré par sa faiblesse car il ne peut rien faire pour sauver Oika et sa femme. Il dit qu'il veut devenir fort pour qu'Akashi se soumette à lui. Mais il déclare ensuite que s'il faisait cela, il deviendrait comme Akashi. Ken dit à Arata d'arrêter d'agir comme un lâche. Il sait qu'Arata n'a jamais combattu personne et lui dit que s'il veut juste pleurer, il peut rester à la maison car s'il veut devenir plus fort, il devra blesser les autres. Ken lui demande d'abandonner s'il n'y parvient pas, mais Arata refuse, affirmant que Kikuri lui a confié cette tâche importante. Cependant, il veut sauver le monde sans soumettre les autres à lui. Konoha lui rappelle que Tsuga ne s'est pas soumis à lui parce qu'il a perdu, mais parce qu'il lui a fait confiance avec son pouvoir et ses objectifs. Du coup, Arata comprend l'idée, mais Kotoa a encore des choses à dire. Elle dit que dans le passé, grand-mère racontait des histoires sur une arme divine légendaire qui n'avait aucune capacité d'attaque, mais seulement des capacités défensives. Cependant, c'était aussi la plus puissante des épées divines. On l'appelait Tsukuyo, l'épée divine des origines. Et Kotoa pense que c'est le même que celui d'Arata. Elle croit qu'en utilisant les épées des origines, il peut dominer le monde sans se battre. Lorsqu'Arata appelle le nom de Tsukuyo, une lumière dorée aveuglante est libérée de l'épée, illuminant toute la zone. Arata 2 regarde des photos d'Arata numéro 1 avec son ami infidèle, Masato. À l'extérieur de la maison, votre récent ami, Subaru, erre nerveusement. Arata le remarque également et décide de le retrouver. Après lui avoir fait peur, Arata demande à Suguru qui il est, et le nerf est triste de penser qu'Arata est en colère car il l'a entendu parler aux intimidateurs du fait qu'ils n'ont jamais été amis. Alors, il rend simplement le jeu qu'Arata lui a prêté et s'enfuit. Soudain, Arata va aussi à l'école et après une longue pause, la première chose qu'il fait est de saluer Masato. Masato est choqué de le voir ainsi et Arata lui demande également de lui en dire plus sur Arata car ils doivent être amis puisqu'ils ont beaucoup de photos ensemble. Masato est confus mais soudain la mère d'Arato l'entraîne vers le réalisateur. Cependant, Masato est maintenant en colère parce qu'il pense qu'Arata joue avec lui. Plus tard, 2 tyrans appellent Arata sur le toit tandis que Masato l'attend. Il demande également à Arata s'il fait semblant d'être amnésique mais il l'ignore et court voir la vue depuis le toit. Masato est furieux et demande qui il pense être. Arato lui pose également la même question, ce qui rend Masato de plus en plus mis sur écoute. Masato, très en colère, et les autres tyrans commencent également à coincer Arata. Il décide donc de partir, affirmant qu'il n'est pas intéressé à être ami avec quelqu'un qui a besoin de l'aide de tout un gang pour intimider une seule personne. Enragé, Masato l'attaque, mais Arata lui attrape la main et le renverse d'un seul coup de pied. Il commente que Masato est très arrogant quand il est si faible, puis dit qu'il ne sait pas quel est le problème avec l'Arata original, mais que tant qu'il utilisera ce corps, il ne laissera personne d'autre l'humilier. Arata. Dans le monde fantastique, Arata et les autres parlent au bord d'une rivière quand soudain Konoha se tord la cheville. Ken propose de la porter sur son dos mais elle refuse et essaie de marcher avec le soutien d'Arata. Il se repose dans une cabane abandonnée et Ken part à la recherche d'herbes médicinales. Quand Arata et Kotora sont seuls, elle s'accroche à lui disant qu'elle est juste une fille normale qui a parfois besoin de laisser transparaître ses sentiments. Arata est confuse mais se rend compte que Kotora ne veut pas s'asseoir sur ses genoux mais sur les genoux d'Arata 2. Par conséquent, cela n'a aucun sens de l'approcher car elle ne croit toujours pas qu'il est un Arata d'un groupe monde différent. Il sort et utilise son porte-bonheur pour communiquer avec Arata 2. Ils informent l'un ou l'autre de la situation puis Arata demande à Arata 2 ce qu'il pense de Kotora. Il répond qu'ils ont grandi ensemble et qu'il la considère comme sa jolie petite sœur. Il croit qu'il doit toujours la protéger à tout prix. Arata pense que Kotora aura le cœur brisé si elle découvre cela, alors il promet seulement à Arata 2 qu'il protégera Kotora à sa place. Après cela, Arata lui dit également qu'il est allé à l'école aujourd'hui et qu'il a fait se comporter un garçon ennuyeux nommé Masato. L'esprit d'Arata s'agite en entendant le nom de Masato, mais avant qu'il puisse parler davantage, le portail se ferme. Arata est toujours perdu dans ses pensées quand, sorti de nulle part, Kanaji se faufile derrière lui et l'étrangle. Il dit à Arata de remettre son épée divine des origines, mais il refuse. Il le frappe et le jette à terre, et soudain, un incendie éclate autour d'eux. Arata ne sait pas comment Kanaji peut utiliser le feu sans son épée, et il répond que le feu ici est dû à un phénomène naturel, mais même sans son arme, il est un élu et peut la manipuler facilement. Kanaji attaque Arata avec ses flammes, et il invoque son épée et active son pouvoir pour bloquer l'attaque. Le bouclier se dissipe et Kanaji demande à Arata de lui remettre l'épée, et il l'épargnera. Il se dirige vers Arata, qui ne peut s'empêcher de trembler, et Kanaji demande alors pourquoi l'épée légendaire d'origine a choisi un salaud pathétique comme lui. Il prend l'épée et est sur le point d'attaquer Arata quand Kotoa arrive en courant et lui demande d'arrêter. Soudain, Kotoa est englouti par les flammes et Kanaji voit d'horribles flashbacks de son passé. Arata court vers elle, mais Kotoa lui demande de ne pas s'approcher. Elle lui dit de la quitter car il a des choses plus importantes à faire. Mais Arata plonge dans le feu en disant qu'il a juré de la protéger. En voyant cela, la blessure sur l'épaule de Kanaji commence à faire mal et il laisse tomber son épée alors qu'il court pour sauver Arata et Kotoa. En conséquence, il perd connaissance et se retrouve dans son passé. Il était le fils du seigneur du territoire et Akati et la jeune fille décédée étaient ses serviteurs. Ils ont grandi ensemble, Akati étant le partenaire d'entraînement de Kanaji et la fille étant celle qu'il aimait.
Puis un jour, le seigneur mourut et les serviteurs se rebellèrent pour tuer Kanagi. Il s'est ensuite enfui avec ses 2 amis, mais les Akati sont restés sur place pour arrêter les assaillants. Pendant qu'ils repoussaient les assaillants, le Kanagi a emmené la jeune fille sur un bateau et ils se sont rendus sur une île lointaine où ils ont été retrouvés par un groupe de personnes, dont le jeune Orika. Lorsque Kanagi se réveille du rêve, il prend Kotoa pour la fille de son passé. Il décide donc de raconter à tout le monde la suite de son histoire et dit que les gens qui les ont trouvés étaient très gentils. Il a décidé d'oublier son passé et de vivre heureux avec la fille. Cependant, un jour il est tombé malade et la fille est allée chercher des herbes médicinales, malgré l'avertissement d'Orika selon lequel les flammes naturelles dans cette zone étaient très fortes pendant cette saison. Lorsque Kanagi s'est réveillé et a vu la montagne en flammes, il a suivi son intuition et a couru jusqu'à la montagne pour sauver la jeune fille, mais elle était déjà entourée de flammes. Il a tenté de la sauver, mais le feu l'a attaqué, le blessant à l'épaule et le jetant de la falaise. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à sortir, seulement pour voir Aimé être brûlé vif. Après cela, Kanagi a décidé de se suicider parce qu'il avait l'impression qu'il ne lui restait plus rien dans la vie après l'avoir perdu. Cependant, en entendant ses cris, le dieu du feu apparut devant lui sous la forme d'une épée et l'accueillit comme son porteur. Kanagi dit à Arata et aux autres que pour lui, son épée est cette fille du passé, et c'est pourquoi il veut qu'elle revienne à tout prix. En pensant à son histoire et à la trahison de son meilleur ami, Arata se sent désolé pour Kanagi et lui dit de rejoindre son groupe. Il promet qu'ils récupéreront son épée et qu'ils pourront alors changer le royaume ensemble. Kanagi accepte son offre et cette nouvelle parvient aux autres membres des 12 gardiens. Ils se préparent à agir bientôt et pour décider du sort du royaume, la guerre devient encore plus intense. Les 6 gardiens surveillent le corps de la princesse qui est toujours vivant, mais ils sont sûrs qu'elle ne pourra pas rassembler suffisamment de force pour reprendre vie. Cependant, ils ont toujours peur car ils ont appris qu'Arata avait obtenu Tsukuyo, l'épée des origines. Les 6 gardiens craignent que si Kikuri contacte Tsukuyo, elle soit réanimée, mais l'un d'eux déclare que cela n'arrivera pas. Et pour s'assurer que cela n'arrive pas vraiment, ils se rendent dans la forêt maudite où les 2 Arata ont échangé leur corps. Les 6 gardiens savent que l'Arata auquel ils font face vient d'un autre monde. Ils envoient donc un de leurs gardiens dans la forêt pour éveiller un pouvoir qui les aidera à le vaincre. Pendant ce temps, dans le monde réel, Masato fait une crise de colère après avoir été battu par Arata. Ensuite, il se bat avec son père, qui l'insulte pour sa médiocrité en tout, se plaignant de son abandon de l'équipe d'athlétisme après une seule misérable défaite. Lorsque Masato rétorque aux paroles de son père et le traite de conseiller corrompu, son père lui donne une bonne gifle et lui dit que sa mère l'a quitté parce qu'il était un échec. Au même moment, Arata rentre également chez lui et dit à sa mère que rien de spécial ne s'est passé à l'école, après quoi il va dans sa chambre, mais sa sœur l'arrête et lui demande de parler davantage à sa mère car elle a été très préoccupée par sa santé. Arata ne peut pas faire ça non plus car il n'a jamais vu de mère de sa vie. Plus tard, alors qu'il se demande quelle est la relation entre Arata et Masato, il voit le nouvel ami d'Arata, Suguru, traîner dans la maison. Dès qu'il se rend compte qu'il a été vu, Suguru s'enfuit, mais Arata parvient à l'intercepter. Il demande à Suguru s'ils sont amis, et le nerf pense avoir entendu les intimidateurs lui dire qu'il n'est pas son ami. Il n'avait pas d'autre choix que de dire ces choses, sinon il serait également victime d'intimidation. Il se met à pleurer tout en s'excusant également auprès d'Arata, qui dit que cela n'a pas d'importance car il est toujours son ami. Arata lui rappelle Masato et il demande à Suguru de l'emmener chez lui. Ils arrivent dans une station de métro où Masato, déjà en colère, rencontre ses amis qui se moquent de lui dans son dos. Lorsqu'il s'approche d'eux, il lui demande s'il veut se battre. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, Arata arrive également. Il dit qu'il rejoindra Masato si le combat commence, pour égaliser les choses, et les garçons se dispersent rapidement. Arata demande également à Masato s'il va bien, mais cela le met en colère parce qu'il ne voulait pas de son aide. Il accuse Arata de toujours mépriser les autres, comme la fois où il a délibérément perdu une course contre lui. Mais Arata ne sait pas non plus de quoi il parle. Il est sur le point de révéler qu'il n'est pas le véritable Arata, quand sa mère arrive de nulle part à sa recherche. Elle gifle également Arata pour s'être enfui de chez elle sans l'en informer. Et puis elle se met à pleurer parce qu'elle s'inquiète pour lui. Voir cela brise le cœur de Masato, car il se souvient que sa mère a quitté la famille après avoir surpris son mari en train de tricher. Il commence à sortir en titubant, furieux contre tout et contre tout le monde. Il blâme Arata pour tout car sa chute a commencé quand Arata a délibérément perdu contre lui. Il maudit Arata et jura de le tuer. Au même moment, dans le monde fantastique, le gardien tatoué demande à la forêt d'ouvrir la porte vers l'autre monde et de l'emmener chez la personne qui déteste le plus Arata. Il se sentit soudain confus et se retrouva à flotter dans les airs. Et le gardien a donné toutes les informations qu'il avait sur Arata à Masato par magie. Sur ce, il change de place. Et quand Masato quitte la forêt, il se rend compte que l'Arata avec qui il avait affaire était un faux. Il demande aux 5 gardiens masqués restants où se trouve Arata afin qu'ils puissent le tuer. Arata et son équipe traversent une forêt quand, soudain, le temps se gâte et il commence à pleuvoir. Le Kanaki qui voyage avec eux dit qu'il se trouve sur le territoire de Yorunami, affectueusement surnommé Yoro. Il explique que Yoro est l'un des 12 gardiens ayant le pouvoir de contrôler l'eau et de provoquer la pluie. Il ressemble à une femme, mais c'est en réalité un homme. Et pendant qu'il tente de trouver un abri, Arata interroge Kanaki sur les pouvoirs et la personnalité de chacun des gardiens restants. Kanaki refuse de lui dire quoi que ce soit car, après tout, ils sont toujours ennemis. Cependant, il révèle que les 12 gardiens travaillent à peine ensemble et que les 6 gardiens masqués étaient encore plus étranges que les autres car personne ne sait qui ils sont ni leur pouvoir. Au même moment, les 5 gardiens emmènent Masato à leur quartier général et leur racontent comment Arata est devenu un guerrier élu et tente désormais de devenir le roi de ce pays. Ils lui disent que lui seul peut arrêter
arrêter Arata à cause de la haine qu'il porte dans son cœur. Mais pour pouvoir vaincre Arata, il doit aussi devenir un guerrier élu. Masato ne comprend rien, mais il est prêt à tout pour vaincre Arata. Les gardiens l'emmènent au fond de la porte, où il l'ouvre et il est emmené dans une pièce qui contient la seule arme capable de vaincre Arata. Ils lui disent que l'arme sacrée interdite appelée Orochi, qui est entourée des restes momifiés de ceux qui ont tenté de l'obtenir, est en sommeil pour toujours, mais si l'on déteste suffisamment le porteur du Tsukuyo, il réveillera l'Orochi et elle le choisira. Lorsque Masato tient l'épée appelée Orochi, elle se réveille et tous les guerriers choisis ressentent une étrange sensation. Arata sentant son épée sacrée brûler dans sa main. L'énergie sombre de l'épée Orochi enveloppe le corps de Masato et il lutte pour le maîtriser. Soudain, il se retrouve dans le domaine du dieu terrible scellé dans l'épée, qui lui demande de manifester sa haine. Masato dit à Orochi de lui donner le pouvoir afin qu'il puisse détruire Arata, et le dieu maléfique accepte. Il accorde à Masato ses pouvoirs et le choisit comme guerrier qui répandra la haine et la violence dans le monde. L'instant suivant, Masato se dirige vers Arata, qui ressent une vive douleur dans son épée. Il dégaine son épée et remarque qu'elle réagit étrangement quand soudain Masato apparaît devant lui. Arata est stupéfait de le voir et demande à son ami devenu ennemi ce qu'il fait d'ici. Masato retire simplement l'épée noire de son corps, puis active son pouvoir pour envoyer un coup sombre vers Arata. Arata parvient à réagir à temps et active la capacité barrière de son épée pour protéger son corps, mais il est toujours très secoué par les événements. Konoha demande à Arata qui est l'homme en face d'eux, et Arata demande à Masato ce qu'il fait dans ce monde. Masato répond par une autre question, ou demande si Arata est venu dans ce monde parce qu'il avait peur de lui. Il traite Arata de lâche courageux qui a toujours été victime d'intimidation sans riposter, et c'est dommage qu'il possède l'arme la plus puissante de ce monde. Masato continue d'insulter Arata, qui devient sombre et nerveux, lui disant de se taire. Soudain, l'étincelle dans son épée disparaît et elle commence à libérer une énergie sombre. Tout le monde est choqué par le fait que même l'épée d'origine a commencé à dévier vers le côté obscur, puis Arata déclenche une puissante explosion sombre contre Masato, et malgré l'utilisation de son épée pour se protéger, Masato souffre de quelques dégâts. Mais Arata n'a pas encore fini, il dit qu'il fera payer à Masato tout ce qu'il lui a fait subir, et l'énergie noire commence à déborder dans son corps, le transformant en un véritable démon. Kanagi dit qu'Arata doit être arrêté avant qu'il ne devienne un véritable démon. Kotoa court vers Arata et le serre dans ses bras sans se soucier de sa sécurité. Elle demande à Arata de ne pas devenir un démon car elle pense qu'il est l'homme le plus gentil du monde. En entendant ces paroles, l'énergie se dissipe finalement et Arata revient à lui-même. Kotoa perd connaissance après cela et Ken se précipite à ses côtés. Masato est sur le point d'attaquer Arata une fois de plus, mais les 5 gardiens apparaissent et lui disent de se retirer pour le moment, sinon l'anime se terminera ici. En fait, ils ne savaient pas que même une arme divine pouvait transformer son utilisateur en démon, et c'est pourquoi ils ont décidé qu'il était préférable que Masato réveille toute la puissance de l'épée Orochi avant de combattre à nouveau Arata. Masato jette un dernier regard à Arata et Kanagi se rend compte que les 6 gardiens sont désormais ses ennemis. Arata a maintenant le cœur brisé et trop gêné pour s'en rendre compte, alors il finit par lâcher son épée. Kanagi saisit cette chance et prend immédiatement son épée. Il s'échappe avec et Ken le poursuit pour récupérer l'épée. Après cela, Arata remarque Konoha inconscient sur le sol. Il l'appelle frénétiquement et elle se réveille soulagée qu'Arata soit toujours normal. Il se réfugie dans une cabane abandonnée où Arata se sent coupable d'avoir blessé Kotoa. Elle pose ensuite des questions sur Masato et ce qu'il voulait dire lorsqu'il parlait de l'autre monde. Elle essaie de lui tenir la main mais Arata hésite et la tire en arrière et Kotoa réalise enfin qu'il n'est pas le garçon avec qui elle a grandi. Arata dit encore une fois qu'il a changé de corps avec Arata. Après Arata numéro 2 se rendit dans la forêt maudite. Il dit à Kotoa que lorsqu'il a essayé de lui dire la vérité, elle ne l'a pas cru et après cela, il n'a plus eu le temps d'en reparler. Il s'excuse toujours mais Kotoa est trop bouleversé car c'est seulement maintenant qu'elle réalise que la vraie Arata n'est pas avec elle. Arata numéro 1 garantit qu'Arata numéro 2 mène une vie sûre dans le monde moderne. Et Konoha demande alors qui était l'homme qui l'a fait se transformer en démon auparavant et Arata répond que Masato est quelqu'un qui le déteste. Il lui raconte comment Masato et ses amis l'intimidaient tous les jours au lycée et parce qu'il était un lâche, il ne pouvait pas riposter. Arata déclare qu'il n'a jamais voulu avoir un pouvoir qui pourrait être utilisé pour nuire aux autres mais maintenant il l'a. Sur ce, il part se vider l'esprit et en même temps, Ken retrouve Kanage. Il essaie de l'attaquer et de récupérer l'épée d'Arata mais le Kanage lui dit qu'il reviendra seul. Ils reviennent et trouvent Arata tombé. Le Kanage demande s'il ne récupérera pas son épée et quand Arata ne montre aucune réaction, le Kanage le plaque contre un arbre et pose l'épée à côté de lui. Arata demande s'il ne veut pas de son épée maintenant et Kanage répond que son épée divine est très lourde et que seul Arata peut la manier en raison des grandes responsabilités. Le lendemain, Arata reprend son entraînement avec Ken et désormais il est plus concentré. Du coup, Kanage décide de servir de partenaire d'entraînement. Il vérifie l'arme de Ken pour baisser la garde d'Arata et l'attaque soudainement par surprise. Tout ce qu'Arata peut faire, c'est bloquer ses attaques et lorsque le Kanage le pousse à bout, il lui dit que l'homme qu'il a combattu hier était avec les 6 gardiens et qu'il continuera certainement à le poursuivre. Il dit qu'Arata est trop faible pour lui faire face maintenant et qu'à ce rythme-là, il ne pourra pas se protéger. Le Kanage désarme Arata puis lui dit qu'il n'est pas encore prêt à utiliser son arme divine. Il lui dit de retrouver l'épée divine avant le coucher du soleil pour prouver qu'il est prêt à tout ce qui est nécessaire, sinon le groupe se dissoudra. Frustré, Arata s'aventure dans la forêt en contrebas et trouve un énorme loup tenant son épée. Le loup s'enfuit et Arata le poursuit. Il continue de courir après le loup quand il a soudain une vision de Masato courant à côté de lui. Masato avait l'habitude de dire à
Arata que courir avec lui était la meilleure partie de sa vie et l'encourageait à continuer de courir les yeux tournés vers l'avant. Dès qu'il sort de son flashback, il constate que le loup s'est arrêté. Il commence à penser à quel point Masato était son meilleur ami et qu'il veut toujours le comprendre. Après cela, il revient dans le groupe avec l'épée et Kanage accepte de lui donner une autre chance. Arata se rend ensuite à Konoha et lui dit qu'il fera de son mieux pour se renforcer et ne pas devenir un démon la prochaine fois qu'il affrontera Masato. Elle devient émue, pleure et décide de le soutenir même s'il n'est pas Arata 2, et Arata la serre soudainement dans ses bras pour la remercier pour tout. Il est irrité par sa gaieté excessive et sa personnalité maladroite et lui dit de partir. Plus tard, alors qu'il regarde le début du coucher du soleil, il maudit Arata. Mia vient vers lui et lui pose des questions sur Arata, et Masato dit qu'Arata est la personne qu'il déteste le plus. Mais après avoir écouté son discours, Mia dit que Masato aime vraiment Arata, car Arata vit actuellement dans sa tête, sans même payer de loyer. Masato est furieux à ce sujet et attaque presque la servante, disant qu'Arata a ruiné sa vie. Il lui raconte son histoire lorsque sa performance a chuté en raison de problèmes avec sa famille. Il a demandé à Arata de courir avec lui pour se motiver, mais à la fin du tour, Arata a réduit sa vitesse pour qu'il puisse égaliser. Cela a blessé l'ego de Masato car il voulait honnêtement perdre contre son ami. Pour cette raison, il a attrapé le col d'Arata, l'accusant d'avoir volontairement ralenti parce qu'il avait pitié de lui. Après cela, Masato a commencé à croire qu'Arata n'avait jamais été son ami, ce qui était la raison la plus merdique que j'ai jamais vue pour que quelqu'un rompe une amitié. En fin de compte, Masato a toujours été une mère. Pour aggraver les choses, Masato a commencé à détester Arata, estimant que son ami l'a toujours méprisé et il envisage maintenant de se venger de lui. Peu de temps après, Arata et son groupe arrivent dans une parcelle de forêt avec beaucoup de papillons et ne réalisent pas que le papillon bleu vif parmi eux est un espion. Il surveille Arata depuis son palais et tous ses serviteurs s'agenouillent devant lui tandis qu'un très vieil être humain est piégé dans une bulle d'eau. Ses serviteurs demandent à Yoro d'avoir pitié du vieil homme mais il dit qu'il doit être puni car il a échoué dans la simple mission de prendre le contrôle de tout le commerce du sel dans le royaume. Yoro ne se soucie pas de savoir si les gens souffrent à cause de cela car il doit monopoliser le commerce du sel et devenir plus fort que les autres guerriers choisis. Il libère enfin le vieil homme de la prison d'eau et prévient tout le monde que s'ils veulent le servir, ils doivent parfaitement exécuter ses ordres. D'un autre côté, Kanaji conduit Arata et les autres sur le territoire de Yoro mais Arata dit qu'il ne veut pas le rencontrer pour le moment. Il déclare qu'il n'a pas l'intention de combattre Yoro avant de savoir quel genre de personne il est. C'est pourquoi il veut d'abord faire connaissance avec ses proches serviteurs. Kotoa est immédiatement d'accord avec l'idée d'Arata et agit, tout amical, est venu avec lui et Ken demande ce qui a changé entre les deux. Arata interroge alors Kanaji sur la ville la plus proche et il s'y rend immédiatement. Ils arrivent dans la ville la plus riche de tout le royaume, gouvernée par l'un des serviteurs de Yoro. Ils sont arrêtés juste devant la porte parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer la taxe d'entrée et lorsque le gardien commence à chercher des moyens de gagner de l'argent, un homme nommé Sui apparaît et les emmène à l'intérieur. Il fait visiter la ville à tout le monde et Kotoa voit de belles épingles à cheveux mais ils n'ont pas d'argent et Sui leur dit de travailler pour pouvoir payer la taxe d'entrée puis ils pourront dépenser l'argent restant pour faire du shopping. Les hommes sont envoyés dans une mine pour creuser et transporter des pierres tandis que Kotoa va à la blanchisserie et voyant que Sui est chargé d'organiser tout le monde, Arata en vient à croire que Sui doit être le moyen le plus proche d'accéder à un serviteur de Yoro. Ce soir, il interroge un commerçant sur Yoro mais il ne l'a jamais vu en ville. Il essaie de vendre des choses à Arata qui décide d'acheter l'épingle à cheveux que voulait Kotoa. À ce moment-là, Sui arrive sur place et plus tard Arata lui demande s'il a déjà rencontré Yoro. Sui lui dit que Yoro est un homme noble et sage et qu'en ce moment il cherche à atteindre la perfection dans tout ce qu'il fait. Il révèle que Yoro a créé les lois de cette ville, ce qui en a fait l'endroit le plus prospère de tout le royaume. Le lendemain, alors qu'Arata et Ken travaillent à la mine, il voit soudain le patron se faire punir pour avoir cassé une voiture. Arata et Ken viennent le soutenir et voient que les autres ouvriers ont endommagé la voiture dans le but de blâmer le garçon. Le patron refuse d'entendre raison et licencie le garçon, annulant tout son travail moyennant d'énormes frais de réparation. Ken en a assez et est sur le point de battre le patron jusqu'à ce que Sui arrive et les arrête. Après cela, Arata et les autres se rendent chez le garçon qui vit dans la favela, caché, avec d'autres pauvres. Il explique que ses parents étaient marchands de tissus, mais lorsqu'ils sont tombés malades et sont morts, leur boutique a fait faillite et il a été jeté dans les bidonvilles. De plus, le patron qui vient de le licencier était autrefois directeur du magasin de tissus de ses parents. Arata et Ken sont furieux de cette injustice et apprennent plus tard que le garçon ne peut même pas quitter la ville car les frais de sortie sont trop élevés. Arata pense que c'est complètement faux d'appeler cet endroit une ville parfaite et Kanaji lui dit qu'il s'agit simplement de tirer les autres vers le bas pour atteindre le sommet. Sui écoute tout à l'extérieur de la cabine et Kanaji va le confronter. Sui sait qui est Kanaji et demande à Kanaji et Ken ce qu'ils font avec un aléatoire comme Kanata, mais Kanaji lui demande de ne pas le sous-estimer. À l'intérieur de la maison, Ken prépare de la soupe pour le garçon qui devient ému quand il la goûte. Il remercie Arata et Ken de l'avoir soutenu alors qu'il voulait simplement disparaître de ce monde. Arata est choqué d'entendre cela car ces mots lui rappellent lui-même dans le passé. Il parvient à convaincre le garçon que cela ne vaut pas la peine de fuir le monde car on se sent seul et pathétique et il faut continuer à essayer d'accomplir de meilleures choses. Le garçon dit qu'il veut juste quitter la ville et Arata lui dit qu'ils l'aideront à sortir. À ce moment-là, Kotoa et Ken arrivent également sur les lieux et se disent prêts à aider le garçon. La nuit, ils atteignent les portes et renversent les gardes. Ils sont sur le point de s'enfuir quand soudain Sui arrive. Ken lui demande de les laisser partir.
Mais Sui refuse de le faire et sort une épée sacrée de sa poitrine. Il se présente comme le maître de cette ville, étant le serviteur numéro 1 de Yoro. Arata dégaine également son épée et dit à Sui que cette ville n'est pas parfaite. Il dit que la ville n'a pas de cœur, tout comme Yoro. Et ces mots rappellent à Sui sa première rencontre avec son maître. À l'époque, il avait attaqué Yoro lorsqu'il s'était rendu compte que tout le monde essayait de se rapprocher de lui juste pour son argent. Il s'attendait à ce que Yoro les achevait, mais au lieu de cela, il lui a donné de l'espoir et lui a demandé de devenir son serviteur. Soudain, Sui sort de son flashback et attaque Arata avec sa capacité, qui consiste simplement à lancer un tas de pièces sur son adversaire. Arata parvient à le bloquer. Et peu de temps après, Sui dit qu'il observait Arata sur les ordres de Yoro et qu'il l'avait vu se battre et surmonter les défis auxquels il était confronté. Sui dit à Arata qu'il croit en lui, et à ce moment un papillon sur la colonne vertébrale de Yoro commence à se rapprocher de lui. Sui sourit simplement en disant au garçon qu'il n'a pas besoin de quitter la ville, car il va défier Yoro dans le but de transformer cette ville en un lieu plus humain. Il demande ensuite à Arata de transformer Yoro en la personne gentille qu'il était autrefois, car il est le seul à pouvoir le faire. D'un autre côté, les 5 gardiens disent à Masato qu'il doit rencontrer une autre personne venue de la Terre dans ce monde afin qu'il puisse devenir plus puissant. Il lui montre des images d'épines de pierre, d'hommes perçants et un tas de corps, puis révèle qu'il s'agit là du pouvoir de l'Akati, qui est également venu ici d'un autre monde. Lorsqu'ils atteignent le territoire d'Akati, il attaque le navire et leur dit de partir. Le navire est sur le point de se retirer, mais Masato descend pour parler à Akati. Il utilise le pouvoir de son épée pour atterrir en toute sécurité et demande à Akati de le rejoindre afin qu'il puisse vaincre Arata et Kanagi ensemble. Akati n'est pas intéressé par les perdants comme lui et il commence donc à s'éloigner. Mais Masato pique une crise, disant qu'il veut juste vaincre Arata à tout prix. Sinon, votre venue ici n'aurait aucun sens. L'Akati lui accorde enfin un peu d'attention et s'approche soudain de lui avec sa lance pointée vers son visage. Akati lui dit qu'il est trop mou et faible pour vaincre Arata et le poignarde à l'œil pour lui donner un sentiment de perte. Il dit ensuite à Masato que plus ils se perdent en chemin, plus ils deviennent forts. Akati était prêt à tout perdre si cela signifiait qu'il pouvait vaincre Arata. Et pour honorer sa détermination, Akati l'accepte comme élève et lui rend même son œil. De l'autre côté, Kanagi emmène le groupe au palais de Yoro qui se trouve sur une petite île et où flotte une étrange boule d'eau. À l'intérieur du palais, Yoro salue sa mère qui est piégée dans une boule d'eau et lui dit qu'une fois qu'il aura obtenu l'épée divine Tsukuyo, il ne sera plus qu'à un pas de devenir roi et alors peut-être qu'elle sera fière de lui. À l'extérieur du palais, Arata et Konoha attendent Ken et Kanagi partis en mission de reconnaissance. Arata est sur le point de présenter à Kotoa une pince à cheveux qu'il a achetée quand elle commence soudainement à dire à quel point il doit vouloir rentrer chez lui. Elle dit qu'il doit avoir de la famille et des amis dans son monde et qu'elle prendra soin de lui en leur nom jusqu'à ce qu'il soit temps pour lui de revenir. Après cela, elle s'enfuit sans entendre ce qu'Arata a à dire et il prend l'épingle à cheveux qu'il ne pouvait pas lui donner. Il réalise enfin qu'il ne pense plus à retourner dans son monde depuis qu'il a promis à la princesse qu'il sauverait ce monde. Alors qu'il est perdu dans ses pensées sur son avenir incertain, il entend soudain Kotoa crier et court vers elle. Il trouve un tentacule d'eau saisissant sa jambe alors qu'il dégaine son épée divine. Mais des tentacules attaquent Konoha et la piègent dans une boule d'eau. Elle est entraînée vers la mer et Arata ne peut que crier son nom tandis que Ken et Kanagi reviennent. Kanagi dit que c'est le pouvoir de Yoro et Arata court immédiatement vers son palais pour sauver Kotoa. Les portes du palais sont ouvertes et il n'y a aucun garde pour empêcher Arata d'entrer et de trouver Kotoa piégé et ligoté. Soudain, la bulle dans laquelle elle se trouve commence à se remplir d'eau et Arata dégaine son épée pour la libérer. Il utilise sa compétence d'épée pour attaquer la bulle, mais cela ne fait aucun dégât. À ce moment, Yoro apparaît et salue Arata, disant qu'il n'a pas assez de pouvoir pour briser sa prison. Kanagi s'y rend également. Ensuite, Yoro se moque de Kanagi. De son épée sacrée volée par Akati, l'eau à l'intérieur de la bulle continue de monter et Arata exige que Yoro libère Kotoa. Il lui dit que pour ce faire, le Kanata doit se soumettre à lui ou se rendre s'il veut que la jeune fille soit libérée. Arata le traite de lâche, mais Yoro dit que c'est le moyen le plus idéal de le maîtriser et de rendre sa mère fière. Il l'attaque avec une vague d'eau et Arata la bloque avec sa barrière. Kanagi veut aider Kotoa, mais Yoro lui bloque également le chemin. Tous ses serviteurs regardent le combat et Sui convainc tout le monde de soutenir Arata, car il est le seul à pouvoir redevenir Yoro une personne gentille. Arata ne peut qu'esquiver les attaques de Yoro, et lorsque Sui l'aide à bloquer une attaque qui a frappé son angle mort, il finit par rendre Yoro très furieux, et c'est pourquoi il attaque ses serviteurs. Arata perd sa concentration lorsqu'il voit Kotoa en difficulté, alors Yoro profite de cette opportunité pour le frapper avec une attaque d'eau pour le piéger. Alors qu'Arata est sur le point d'être submergé dans l'eau verte brillante, Sui se rend compte que Yoro va utiliser son mouvement spécial qui mettra fin instantanément à la bataille. Soudain, un vaisseau volant apparaît au-dessus d'eux et quelqu'un en saute. Celui qui apparaît est Masato, et il n'est venu que pour aider à vaincre Arata. Il utilise le pouvoir de son épée impie pour atterrir dans le palais et commence à chercher Arata. Lorsqu'il le voit se noyer, il demande à Yoro ce qu'il fait avec son ennemi. Yoro répond qu'Arata dort et qu'il se rendra à lui pendant qu'il dort. Masato ne peut laisser personne vaincre Arata avant lui, alors il l'attaque, mais Yoro bloque son attaque et le piège également dans un piège à eau. Il plonge Masato dans la piscine, puis entre pour vaincre les deux garçons. À l'intérieur de la piscine, Arata se sent au chaud et en sécurité, et soudain, il ouvre les yeux et se retrouve chez lui. Sa mère lui a préparé sa soupe préférée, mais elle l'interroge ensuite sur le serment de capitulation. Elle essaie de le faire chanter pour qu'il remette son pouvoir à Yoro, mais Arata refuse, et voyant qu'il a toujours la volonté de se battre, Yoro utilise son pouvoir pour rajeunir encore Arata, transformant
transformant son rêve en une époque où il était impliqué dans une bagarre à l'école primaire. Sa mère lui dit d'abandonner et de dire les mots qui mettront fin à sa douleur, mais il refuse toujours d'abandonner. Yoro remonte un peu plus loin dans le temps, même si le jeune Arata ne se rend pas, et Mark Arata n'écoute pas sa propre mère, Yoro décide de le tuer. Il inverse le temps pour transformer Arata en bébé, mais soudain, la voix de la Kotora commence à résonner dans l'esprit d'Arata, lui disant de continuer à se battre. Soudain, Arata grandit et atteint son âge normal, et dit à sa mère qu'il doit partir. Il lui dit qu'il a une fille qu'il aime, et même dans le rêve artificiel, sa mère lui souhaite bonne chance. Avec cela, Arata libère toute la puissance de son épée, détruisant la technique de Yoro, ainsi que la boule d'eau géante au-dessus de son palais avec une brillante lumière dorée, avec de la poussière dorée tombant du ciel. Arata descend au sol avec la Kotora en ses bras. Tout le monde est étonné de voir cela, et lorsqu'il atterrit en toute sécurité, le Kotora ouvre les yeux. Yoro quitte la piscine furieux du fait qu'Arata ait brisé sa technique, et aussi parce qu'il a refusé d'écouter sa propre mère. Arata répond que sa mère ne lui dirait pas d'abandonner, même dans ses rêves, et qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Yoro tente de l'attaquer, mais son pouvoir ne s'active pas, car son arme divine a perdu la volonté de se battre. Soudain, Yoro réalise un fait terrible. Il se précipite dans la pièce où est gardée sa mère, mais la boule d'eau dans laquelle elle était piégée explose, ne laissant derrière lui qu'un ensemble de vêtements vides. Yoro fait une dépression après avoir perdu sa mère, mais dit à tout le monde que sa vraie mère est décédée il y a longtemps et que ce n'est qu'une illusion qu'il s'est créée. La mère de Yoro ne lui a jamais montré d'affection et l'a toujours grondé pour qu'il soit parfait en tout. Il a travaillé dur, espérant qu'elle le féliciterait un jour, mais même après qu'il soit devenu l'un des 12 gardiens, elle n'a pas changé. Elle est décédée peu de temps après et Yoro pensait que s'il devenait roi, elle le reconnaîtrait enfin. Mais maintenant, il a terriblement échoué en tout. Soudain, Kanagi s'approche d'une petite boîte sur un support et Yoro lui dit de ne pas y toucher car c'est le cadeau que sa mère lui a offert juste avant de mourir. Kanagi demande ce qu'il y a à l'intérieur et Yoro répond qu'il n'a jamais osé l'ouvrir parce qu'il pensait que ce n'était pas encore digne de lui. Tout le monde lui dit de regarder à l'intérieur de la boîte car il y a peut-être un message pour lui et Yoro obéit. Il ouvre la boîte et trouve un collier de mauvaise qualité qu'il avait fabriqué pour sa mère lorsqu'il était enfant. Elle a refusé de l'accepter, affirmant que c'était une perte de temps pour elle et lui. Yoro est choqué, puis son ancien serviteur lui dit que l'attitude stricte de sa mère a toujours été pour son bien. Elle savait que Yoro était un garçon gâté et gentil qui ne connaissait pas les défis du monde réel. Il avait déjà perdu son père, c'est pourquoi sa mère a pris la responsabilité de le préparer pour l'avenir en agissant avec beaucoup de fermeté. Lorsque Yoro réalise la vérité, il se met à pleurer et réalise finalement qu'il s'est égaré. Il s'excuse auprès de ses serviteurs pour toutes les erreurs qu'il a commises et remercie Arata de lui avoir fait comprendre cela. Il lui demande ce qu'il pense être la chose la plus importante dans ce monde et Arata répond que ce sont les liens qu'il crée avec les autres. Yoro est satisfait de la réponse et à ce moment Masato arrive et n'est pas content d'entendre parler de liens dans la bouche d'Arata. Il lui dit qu'il n'a pas besoin de relations humaines et c'est pourquoi il va l'écraser et le tuer ici même. Il dit à Arata qu'il est également le même car il le déteste suffisamment pour se transformer en démon. Arata frémit en entendant cela et Masato lui dit de se transformer à nouveau en démon pour qu'il puisse se battre. Arata déclare qu'il ne redeviendra plus jamais un démon et jure qu'il changera le cœur de Masato. Masato répond qu'il ne sera pas changé par quelqu'un d'aussi faible que lui, puis pointe son arme sur Arata. Son épée, la racine, évolue soudainement et devient plus forte et Arata n'a d'autre choix que de dégainer également son arme. Masato l'attaque et le choc de leurs épées détruit complètement la pièce dans laquelle il se trouvait. Arata profite de la fumée et s'enfuit, mais Masato le poursuit. Il attaque avec les lames allongées de son épée qu'Arata ne parvient qu'à esquiver. Kotura s'inquiète pour lui car elle se souvient comment Arata s'est transformé en démon la dernière fois qu'il a combattu Masato. Elle demande à Kanagi de l'aider mais il refuse, disant que c'est une bataille qu'Arata doit mener seul. Elle se tourne vers Ken mais il est d'accord avec Kanagi et ajoute qu'il n'aidera en rien. Cependant, il dit à Kotura de croire en Arata car il ne se transformera pas en démon et il gagnera quand même. D'un autre côté, Arata est constamment repoussé par l'épée changeante de Masato et les attaques incessantes. Il active sa barrière d'épée pour bloquer les attaques et Masato lui dit d'arrêter de se cacher comme un lâche et de l'attaquer. Il dit que c'est une bataille pour la soumission et Arata répond qu'il ne veut obliger personne à se soumettre. Soudain, Ken encourage Arata, lui disant de se battre, sinon il ne pourra pas sauver la princesse Kikuri. Soudain, Arata se rend compte qu'il doit être à la hauteur de la confiance que la princesse lui a accordée. Kotura arrive également sur les lieux et dit à Arata que tout le monde lui fait confiance. Il se souvient des visages de tous ses amis et est déterminé à aller jusqu'au bout du combat. Cependant, Masato lui dit que croire est inutile et il libère rapidement davantage de puissance obscure de son épée. Les ténèbres commencent à dominer Arata et il n'a aucun moyen de vaincre son ami. En raison des capacités défensives de son épée, tout le monde pense qu'il est en difficulté car son épée n'a aucune capacité offensive. À ce moment, Yoro décide de l'aider, se soumettant à lui donnant tous les pouvoirs et capacités de son art. Ses serviteurs tentent de l'arrêter, mais Yoro dit que soutenir Arata en ce moment est un acte plus grand que de devenir roi et que peut-être sa mère sera fière de lui pour avoir fait cela. Même Arata ne veut pas qu'il se soumette à lui, mais Yoro a déjà pris sa décision et dit à Arata de changer le monde pour son propre bien aussi. Lorsque Yoro commence à prêter serment de soumission, Arata lui dit d'arrêter, mais Kanaki lui dit d'arrêter d'être un lâche. Il dit que Yoro lui confie sa vie, son pouvoir et ses rêves, et qu'il doit être un homme et continuer à avancer avec ce nouveau pouvoir. Yoro accomplit alors le serment de soumission et son corps se transforme en énergie dorée pour entrer dans l'épée d'Arata. Arata a alors une explosion
explosion d'émotions et d'énergie qui détruit tout le palais. Après cela, nous voyons Arata et Masato se faire face, et il demande finalement à Masato pourquoi il veut autant le combattre. Masato se souvient de leur passé et dit à Arata qu'il veut la vaincre à tout prix, alors qu'il est encore à son meilleur. Arata demande si Masato n'est pas content de l'avoir intimidé au fil des années, mais Masato lui dit qu'il est trop intimidateur pour comprendre la vérité. Soudain, il attaque Arata avec des lames, mais Arata transforme son épée en arme de Yoro et dévie les attaques de Masato avec des jets d'eau. Masato tente d'attaquer à nouveau, mais Arata continue de dévier ses lames, et voyant qu'Arata prend enfin le combat au sérieux, Masato décide que c'est sa chance de le vaincre correctement. Il utilise ses lames pour se jeter en l'air, puis attaque Arata. Les deux font appel au pouvoir de leurs épées divines, et Arata dit que maintenant il se bat pour le bien de tous, donc il ne perdra pas. Il repousse Masato et libère toute la puissance de son épée, qui commence à briller et à se restaurer. Soudain, le sol tout entier se met à trembler et d'immenses piliers de pierre émergent de la mer. Tout le monde est impressionné par la puissance d'Arata, et même Masato reste sans voix. Arata déclare que pour le bien de ses amis dans ce monde, il se battra de toutes ses forces. Il lève son épée, créant une barrière dorée et un ensemble d'ailes éthérées faites d'énergie pure autour de lui. Tout le monde est stupéfait de voir cela, car Arata a enfin activé toute la puissance de son art. Il balance son épée, et une énorme explosion d'énergie est envoyée vers Masato, qui déclare qu'il n'abandonnera pas son rêve, et qu'il le vaincra certainement un jour. Il dit à Arata que la prochaine fois, il le vaincra, puis il est emporté par l'énorme quantité d'énergie. Et alors qu'Arata savoure sa victoire, il se sent soudain comme la fois où il avait couru avec Masato au lycée, n'ayant pas du tout l'impression d'être dans une bataille à mort, mais dans une bataille amicale. Il s'assoit alors et remercie Tsukuyo de lui avoir donné son pouvoir. Soudain, Kotoa se dirige vers un endroit et parle à Arata, disant qu'elle est soulagée qu'il soit sorti indemne. Arata en profite pour lui offrir la pince à cheveux qu'il lui a achetée, et elle est heureuse de la recevoir. Après cela, Arata rencontre les serviteurs de Yoro, qui décident de suivre l'exemple de leur maître et de se soumettre également à Arata. Ils demandent s'ils en sont sûrs, et ils lui répondent tous qu'ils veulent lui donner leur pouvoir pour qu'il puisse changer le monde. Avec cela, tous les serviteurs se soumettent à Arata et font partie de sa force. Après avoir absorbé leur énergie et leur force vitale, Arata déclare qu'il ira de l'avant pour prouver que tout le monde avait raison de lui faire confiance.